Bonjour Stéphane. Salut Anaïs. Écoute, je suis très contente de pouvoir lancer justement ce live avec toi, tout simplement parce que la découverte de ton film a été un déclic pour moi dans mon parcours personnel et c'était vraiment un rêve de pouvoir eh bien partager cette belle découverte avec toutes les personnes qui suivent Antithérapie. Alors, bien évidemment, on est tout jeune, donc on a encore un long chemin devant nous. Mais voilà, je voulais beaucoup te remercier pour honorer justement ce lancement et voilà, merci. Ben de rien, ça me fait plaisir. Surtout qu'on avait une Mm. rencontre. C'était où le cinéma d'ailleurs? Je sais plus. Ah, C'était Apt, hein, c'est ça, ouais. dans une toute petite ville du sud de la France. Oui, oui, je faisais la tournée avec le film et tu étais là. Et puis il y avait un très joli débat après. Et toi, tu avais parlé de toi aussi, ce qui était bien, ce qui était important. Mm. En fait, c'était le premier moment où j'ai osé parler de moi, Mm. alors que même avec mes amis, je n'osais pas en parler. Ouais. Et ça a été un moment révélateur et qui m'a donné une force inouïe. Et voilà, donc les choses se sont enchaînées dans le bon sens par la suite. Alors écoute, bien évidemment, beaucoup de personnes connaissent déjà ton superbe documentaire Debout. Euh, mais il y a aussi encore d'autres personnes qui sont pas forcément au courant. Mm. Moi, je sais que pour le coup, je vis en Italie. Le film est en anglais également. J'en parle beaucoup autour de moi et je serais ravie aussi, ben voilà, que tu nous présentes un tout petit peu, enfin pas un tout petit peu, si tu veux bien, tu nous présentes Oui. euh, ce superbe projet que tu as réalisé. Mais il y a une chose qui me tient énormément à cœur, c'est de savoir comment tu as trouvé tous ces intervenants extraordinaires. Euh, J'imagine qu'il y a eu un grand, grand travail de recherche en amont, mais voilà, Oui, comment tu as trouvé ces êtres humains incroyables? c'est un peu de deux choses en fait. Mais d'ailleurs, je crois que le film, pour ceux qui sont intéressés pour le voir, je sais que maintenant il est sur plusieurs plateformes. Il est sur Boutique Arte, la chaîne Arte, qui l'a qui l'a pris. Il est sur un autre site qui s'appelle universiné.com et il est sur Orange en VOD. Voilà, donc je sais que ça, sur ces trois plateformes, on peut le trouver. Écoute, je sais qu'ils sont en négociation pour Netflix, mais bon, moi, je sais que Netflix, ils aiment bien les histoires à l'américaine, donc je sais pas, même si c'est ce qu'ils appellent un feel-good movie. Mais c'était le but d'ailleurs, c'était de faire un film où on sort avec, même s'il y a des histoires assez dures, qu'on sorte avec la patate, quoi, parce que je trouve qu'on s'en prend tellement plein la gueule que c'était important de montrer des gens qui s'en sortent. Et comment ils s'en sortent? Et surtout, c'est des histoires de résilience, c'est des histoires de combat, c'est des histoires de courage, c'est des émotions. Et en fait, si tu veux, quand tu ouvres la porte du yoga, quand j'ai commencé à me dire, tiens, je vais faire un film sur le yoga, euh, c'est pas que j'y connaissais rien au yoga, c'est que j'avais pas encore comment te dire, l'ouverture d'esprit pour voir l'immensité où s'était introduit la pratique. Et donc, petit à petit, il y a deux choses. J'ai fait confiance aux rencontres, aux professeurs de yoga que je connaissais déjà, qui m'ont aiguillé. Il y avait une professeure de yoga Iyengar qui m'a parlé du type qui était à Los Angeles avec la sclérose en plaques. Après, je peux te raconter des anecdotes. Je partais justement à New York pour faire un repérage. Et dans l'avion, je lis un article sur une professeure de yoga qui est assez connue, qui s'appelle Elena Brower, qui fait du vinyasa, qui est une superstar aux États-Unis, que je rencontre un peu fortuitement comme ça à New York, qui me dit, mais tu sais, j'ai une amie, elle est partie à Nairobi au Kenya, elle a un truc qui s'appelle Africa Yoga Project. Je lis le truc et je me dis, il faut que j'y sois. Euh, donc voilà, mais comme j'étais déjà dans le milieu du yoga, je connaissais des professeurs et c'était des professeurs investis, c'est-à-dire que c'était des professeurs que moi j'appelle des passeurs, c'est-à-dire qu'eux, ils sont professeurs, mais en même temps, ils ont des missions. Alors certains, c'est pour aider, donc un yoga thérapeutique pour aider des gens qui sont très, très seulement atteints. D'autres, c'est des missions, comme Paige Ellenson avec Africa Yoga Project au Kenya, qui va dans les bidonvilles, les écoles, les Maasai. Après, tu vois, j'ai tombé sur un article qui m'avait fait marrer, où j'avais vu des ultra-orthodoxes avec la totale, tu vois, les plaquettes et tout ça, en train de faire des postures de yoga. Je me dis, c'est dingue. Donc, je les ai contactés.
Et on est rentré en Tu es le contact. culot, tu es le culot tout Oui, simplement. et puis, par exemple, je peux te raconter une autre chose. Par exemple, quand j'étais en Israël, et après, on est allé aussi en Palestine, à Ramallah, mais j'ai eu des problèmes techniques, donc j'ai pas pu ramener les images. Je devais aller à Gaza. C'était important pour moi qu'on ait, bien sûr, le côté Israël, mais aussi le côté palestinien, et que je puisse passer au-delà du sujet politique, religieux, etc., bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, les personnes m'avaient dit, n'y va pas parce que tu vas t'embourber dans quelque chose où le yoga n'a pas lieu. Et j'ai dit, vous avez tort. Justement, le yoga permet d'aller au-delà de ces tensions. On va aller voir. Et bon, bref. Et j'avais rencontré un docteur américain qui amène le yoga à la méditation dans les zones de guerre dans le monde. Et il s'appelle James Gordon. Et il a une association extraordinaire. Et je suis arrivé à Gaza et en fait, on est arrivé à un moment où on devait passer et rencontrer les enfants qui pratiquent le yoga. Et en fait, c'est le moment, ce jour-là, où l'autre abruti a décidé de déplacer l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, je parle de Trump. Et donc, du coup, ça a commencé à... On n'a pas pu rentrer. Voilà, donc si tu veux, voilà, c'est des rencontres, c'est un peu un travail de journaliste, et puis c'est l'intuition, et puis après, tu sais, c'est la phrase de Cocteau, tu sais, les hasards et les coïncidences sont les mains de Dieu qui passent incognito, et c'est un peu ça. Absolument, absolument. La vie, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, il n'y a que des coïncidences de Chopra. Écoute, justement, quand j'ai découvert ton documentaire, ce qui m'a énormément frappé, c'est cette humanité extraordinairement forte. C'est ce qu'on ressent très rarement dans les médias. Comme tu disais, avec tout le contexte général absolument chaotique. Et il y a des supports comme les tiens qui sont plutôt pour moi des supports éducatifs et qui peuvent aider tout un chacun, quelles que soient ses problématiques dans la vie. Alors, comme tu disais justement aussi dans les écoles, je pense que c'est un lien très très fort qu'on peut créer avec les enfants, parce qu'encore une fois, ce sont eux qui vont créer notre futur et qui ont besoin d'être rassurés dans ce monde, dans tout ça. Tu as raison. De toute façon, je vais te dire, moi, dans les écoles, et c'était un peu mon combat à un moment, enfin, de pouvoir avec le film, c'est très important de monter. Il y a beaucoup d'enfants dans le film. Il y a des enfants en Inde, il y a des enfants au Kenya, il y a des enfants en France. Si tu veux bien, je mets une petite photo justement parce que oui, vas-y, vas-y. Que j'adore. Ville de Kibera. C'est le deuxième plus grand bidonville d'Afrique. Il y a 300 000 personnes qui vivent là-dedans. C'est chaud. Et en même temps, dans cette merdier insensé, tu as cet îlot de joie et que cette prof de yoga a amené. Et elle a formé des Kenyans à devenir professeurs de yoga. Et moi, oui, quand on dit c'est l'avenir, c'est les enfants. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc les enfants vont être formés pour devenir des profs de yoga. Et ils adorent, ils ont tous envie de devenir prof de yoga. Il y a une petite fille que j'ai rencontrée de 13 ans, un jour le prof n'est pas venu et elle a dit, OK, c'est moi qui vais prendre le cours en main. Et elle est devenue professeure de yoga, elle est super investie. Ce qui est important, c'est de voir que qu'ils deviennent prof de yoga ou pas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que le yoga leur permet de retrouver une estime d'eux. Et moi, ça m'a bluffé. Donc, c'était pas une question qu'ils deviennent des grands yogis, qu'ils deviennent des grands philosophes, c'est que ça leur donne de nouveau un espoir de vie. Et là, cette pratique m'a complètement scotché parce que je me suis dit, ce n'est pas qu'une pratique physique, c'est pas qu'une pratique qui nous aide émotionnellement, c'est une pratique qui va bien au-delà. J'ai fait un petit film de 3 minutes aussi après être passé au Kenya sur comment le yoga aide les femmes qui ont été abusées sexuellement. Et une femme, à un moment, me dit, mais tu sais, grâce au yoga, pour moi, pour soigner les traumas, c'est plus facile de passer par le corps que passer par les mots. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et les témoignages sont bouleversants. Pouvoir le libérer. Voilà, comme les femmes dans les prisons qui ont le sida. Voilà, tu sais, encore une fois, on était au Kenya, donc je savais ce qu'ils faisaient, et tout d'un coup, ils me disent, on a une autorisation pour aller dans la prison des femmes. Et je ne pensais pas qu'on y arriverait. Et en fait, on a eu 20 minutes pour y aller. J'ai dit à tout le monde, on laisse tout là, mettez tout le matériel, hop, on fonce. Et on est arrivé dans la prison. On a une fenêtre pour rentrer dans la prison de peut-être 2 heures. Et après, je pense qu'on n'aurait jamais
une heure plus tard, on aurait été coincé, on n'aurait pas pu rentrer. Et bon, ça, c'est aussi, si tu veux, le documentaire qui donne ce genre de surprise, comme l'inverse, si tu veux, où tu vas en Inde, on te dit, venez demain tourner à 10 heures, et il n'y a personne. Et le soir, il est 10 heures, et tu es comme un couillon avec ton matos, et il n'y a personne qui est venu. C'est ça aussi qui est les aléatoires du documentaire. Mais je pense sérieusement sur l'ensemble du film, j'ai été guidé, voilà, par ce qu'on appelle comme on veut, et j'ai été guidé aussi grâce à voilà, des professeurs de yoga incroyables qui m'ont dit, écoute, va dans cette direction plutôt que dans celle-là. Va voir telle personne qui a vraiment une légitimité dans son rôle de passeur, plutôt qu'à un moment, pour tout te dire, et je le dis, je sais pas pourquoi je connaissais pas qu'il y avait des écoles de yoga à Rishikesh, tu sais, dans le bas des Himalayas. Et ça, à mon professeur au centre Iyengar, je lui dis, ah, mais j'aimerais aller tourner à Rishikesh, ça a l'air génial. Mais je savais pas. Il me dit, il n'est pas question pour ton film que tu ailles à Rishikesh, qu'on appelle Rishikesh maintenant d'ailleurs, parce que c'est vraiment, voilà, bon. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens extraordinaires là-bas, c'est pas le problème, mais c'était pas le propos du film, en fait, et il avait raison. Donc, j'ai été, voilà, c'est un genre d'exemple pour montrer que j'ai été vraiment bien guidé. Voilà, pour pas faire trop de conneries, pas rencontrer, de rencontrer des gens qui avaient vraiment, qui étaient investis et qui incarnaient, et c'est tellement rare, et on le sait dans la vie, qui incarnent ce qu'ils disent. Parce que, comme Ils toi, sont authentiques et qui sont. on en croise, tu vois, et il y a beaucoup de beaux mots, beaucoup de belles phrases, mais c'est pas la même chose. Moi, je crois beaucoup plus aux actions qu'aux mots, et j'ai rencontré des gens qui étaient dans l'action et qui d'ailleurs étaient avares de mots, et c'est un bon signe généralement. Ça fait du bien de rencontrer ce genre de personnes sur notre parcours. Oui, c'est des et sur notre parcours de transmission. Tous, c'est des gens inspirants, qu'ils aient traversé des maladies, qu'ils aient changé de vie d'un coup. Et puis moi, si tu veux, c'était forcément chacun d'entre eux m'a donné une leçon de vie et m'a confirmé que je me plantais pas en allant dans cette pratique, parce qu'au départ, je connaissais pas bien, j'avais pas d'a priori sur le yoga. J'étais pas comme certains qui sont dit, oh là là, c'est un truc qui vient d'Inde, c'est pour les perchés, c'est pour ceci, cela, c'est pour des gens branchés, c'est cher, c'est ceci. J'avais pas d'a priori. J'aime pas trop juger les choses rapidement, mais par contre, voilà, très vite, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose il y avait une vérité. Et puis, tu sais quoi, le yoga, ça fait des milliers d'années que c'est là. Voilà. Donc, voilà. De ça. Nous, petits occidentaux qui avons happé le yoga, et on en a fait du merchandising, on en a fait du fashion yoga, c'est pas très grave. L'important, c'est que la pratique, pour moi, elle aide, elle soigne des gens. C'est ça qui est important. Le reste, on Je suis d'accord avec toi. C'est justement ce yoga-là qui m'intéresse beaucoup plus, ouais. le yoga thérapeutique. Et en l'occurrence, justement, dans ton documentaire, tu es allé donc dans un centre de yoga en Inde, donc dans un centre de yoga thérapeutique avec Teresa, si je ne me trompe pas. Et justement, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'en France, ou bon, pour le coup, c'est moi qui peux répondre en Italie, mais je crois que c'est plutôt plus intéressant pour la France. Est-ce que tu penses qu'en France, on est prêt à créer des établissements comme ceux-là, qui puissent être en relation directe avec les hôpitaux et qui a un vrai lien? Parce que toi, pardon, je me permets juste une petite chose, c'est que toi, tu as la chance de parler en anglais. Et donc de pouvoir faire justement cette thérapie extraordinaire qui t'a remis debout avec cette femme extraordinaire qui parlait anglais. Pour le coup, si une personne française a besoin, ça serait extraordinaire de pouvoir ouvrir des centres comme cela en France. Voilà, excuse-moi, pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, mais ils existent. En fait, si tu veux, elle, comme tu dis, elle est moitié américaine, moitié danoise, et en fait, elle était basée à l'époque, elle était basée à New York et elle déménageait vers Bali. Et en fait, un centre de méditation près de Francfort qui lui avait demandé de venir amener des cours de yoga pour les méditants. Ils avaient tous mal au dos à force de méditer et d'être assis pendant des plombes. Voilà. Donc, et en même temps, c'était pour des professeurs d'école allemands qui devaient recevoir une formation de professeur de yoga. D'accord. Moi, je me suis retrouvé balancé là-dedans. En fait, j'ai reçu une formation de prof de yoga sans le savoir pendant 3 ans. Mais ce qui est important, c'est que après, j'ai été aiguillé vers le centre Iyengar à Paris. Et ce centre-là, voilà, c'est un centre thérapeutique qui a fait son entrée à l'hôpital, puisqu'on a maintenant l'hôpital Simone Veil dans le Val d'Oise, le yoga thérapeutique est entré. Donc, il y a écrit yoga thérapie, c'est encadré
par un rhumatologue, par des kinés, etc., etc. C'est vraiment. Et par exemple, au service de cancérologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, il y a le yoga. Donc, si tu veux, la porte est ouverte. Elle est peut-être pas encore assez utilisée parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut que ce soit des professeurs de yoga qui soient incroyablement investis pour qu'ils soient dans la place. Et c'est un job. Moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est un job incroyable ce qu'ils font. Comme dans les écoles. Comme dans les écoles, si tu veux, souvent dans le film, tu vois, c'est la professeure d'anglais qui se trouve est aussi professeure de yoga. Donc, elle était déjà à l'intérieur du système pour pouvoir justement, je veux dire, s'infiltrer dans la brèche et ouvrir ça aux enfants. Okay. Donc, on est sur la bonne voie, en clair. Oui, écoute, moi au départ, il y a 4-5 ans, j'étais assez pessimiste parce que quand j'ai commencé à faire mon enquête pour trouver une école où on pouvait filmer, il y en a, hein, attention, il y en a, mais j'ai trouvé que c'était compliqué. J'ai vu que c'était, voilà, ça coinçait. Quand le premier film, parce qu'il y a un premier film qui s'appelle Breathe, qui fait 52 minutes, qui est la première version, on veut dire, avant Debout, j'ai fait un moment un plateau télé sur une chaîne politique. Je peux dire que c'était pas gagné, quoi. Voilà, pour qu'ils comprennent que le yoga, c'est pas une religion, que ça met pas en danger la laïcité de l'école, etc., 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 et que c'était. Je leur avais dit, mais appelez pas ça yoga, appelez ça pchit aux enfants. Faites du pchit. Voilà, c'est de la pchit relaxation. On va pas l'appeler yoga, ça sera plus simple. Tout simplement. Mais oui, en fait, c'est aussi con que ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on va faire du pchit. Oh. Toi, tu parles de la France, mais pour le coup, je me suis renseignée sur l'Italie et là, on est très, 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 très loin de tout ça. Tout simplement avec l'Église, avec le Vatican, voilà, tout ce qui s'apparente justement à d'autres spiritualités et d'autres thérapies conventionnelles, on en est très loin. Mais si ça arrive en France, j'espère que ça peut se développer aussi ici. Oui. Je peux dire déjà, il y a une organisation qui s'appelle le RIE, R-Y-E, et c'est une femme que j'ai rencontrée qui s'appelle Micheline Flack, qui, elle, œuvre depuis maintenant pas mal de temps, au moins plus de 30 ans, pour faire entrer le yoga à l'école. Donc, ouais, c'est génial. À Marseille? Non, en France. En France, partout. En France. Oui, oui, elle forme des professeurs. Ce serait merveilleux. Il y a vraiment un mouvement qui est là, qui est présent. Surtout dans certains quartiers où le yoga pourrait faire un bien extraordinaire à des bouts de chou qui ont juste besoin d'être plus sereins en fait et d'avoir confiance en eux. Ouais. Surtout, il y a une autre chose que crée le yoga, c'est que quand tu pratiques en groupe, tu rentres dans le lien entre les uns avec les autres. Donc, on n'est plus dans le jugement, je suis plus fort, je suis plus petit, je suis plus beau, je suis moins beau, je suis moins riche, je suis plus. Il y a un lien qui se crée et il y a une communication non violente qui s'enclenche. Et de là naît quelque chose vraiment d'intéressant pour des gosses traumatisés, pour différentes choses. Ils l'ont aussi introduit aux États-Unis. J'ai pas eu le temps d'aller tourner, mais on devait aller tourner dans un service pénitentiaire pour adolescents. Et ils ont vu les bénéfices. Tu vois, ils ont vu aussi amener la méditation dans certaines prisons. Donc on le sait maintenant. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup d'abrutis qui coincent. Et voilà, donc il faut faire avancer le schmilblick. Et je pense que ce soit ce film, que ce soit d'autres gens qui font d'autres interventions, d'autres films, c'est ça qu'il faut faire, il faut continuer. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir justement ces belles initiatives qui aident en fait, voilà, à rendre beaucoup plus doux tout ce contexte qui peut sembler très très dur bien évidemment et qui l'est, mais qui le rend plus doux. Voilà. Alors, il y a bien évidemment deux termes qui t'ont énormément intéressé et qui t'ont rendu très très curieux. Est-ce que tu veux nous parler du verbe respirer et du verbe écouter? Ah. Non, d'abord, respire, c'était d'abord pourquoi? Parce que, mais j'en ai souvent parlé, mais en fait, si tu veux, je pouvais pas trop pratiquer au tout début le yoga. Donc, ma professeure m'a dit, voilà, tu peux pas faire beaucoup de postures parce que j'avais du mal à tenir debout et surtout, il y avait beaucoup de douleurs. Donc, elle m'a dit, on va commencer par le prana, par les exercices de respiration.
Donc, c'est la première chose et j'ai réalisé à quel point on m'avait jamais appris à respirer. Jamais. Et que le diaphragme qui est là est un outil essentiel dans notre corps et qu'il faut apprendre à l'utiliser le mieux possible parce qu'on est tout le temps, moi j'étais tout le temps en apnée, tu vois, coincé là. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le stress, c'est la nervosité et j'étais bloqué. Donc il fallait que j'apprenne à respirer. Donc disons, c'est le premier verbe qui m'a été gentiment imposé et donc j'ai appris à respirer. J'ai respiré au départ comme un phoque. J'ai respiré, c'était une prof qui venait de la Shanga, donc elle me faisait faire la respiration Ujjayi. Je crois que j'ai mis un an à être capable de respirer par la gorge et de faire descendre l'air dans l'estomac, dans les jambes. Ah oui, j'y arrivais pas. C'était ridicule, je me bavais dessus. Enfin bref, j'ai appris si tu veux, parce qu'il fallait. Voilà, après, quand il a été question d'écrire ce livre, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'est vraiment. Tu sais, c'est amusant parce que je lisais le livre de Carrère, dont tout le monde a beaucoup parlé, d'Emmanuel Carrère, Yoga. Et il m'a écrit un livre sur le yoga qui se serait appelé Expiration. Et voilà, et c'est la clé, si tu veux, au départ dans le yoga. Et c'est ce qu'il faut faire quand on pratique, c'est d'apprendre à respirer en conscience du geste, en accompagnant le geste. Et ça, c'est quelque chose. Moi, je faisais beaucoup de sport, je connaissais pas ça. Voilà. Et puis après, évidemment, voilà, ma prof m'avait donné un mantra qui était sense, donc ressens, look, regarde et listen, écoute. Parce que j'avais une crise d'angoisse à cause des douleurs, à cause du fait que j'avais perdu une partie de ma vie, c'est-à-dire de ma vie professionnelle, etc., affective. Et donc l'écoute a été très importante, l'écoute de notre corps et l'écoute de ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Et donc ça, c'était le deuxième verbe qui m'a intéressé. Voilà. Ouais, bah bon, voilà, ça m'émeut beaucoup tout ce que tu dis parce qu'encore une fois, c'est très très similaire à ce que j'ai pu ressentir. Et je me souviens justement d'une fois où j'étais allée voir un ostéopathe avant même d'avoir ce souci de santé, qui dit mademoiselle, mais vous savez pas respirer. Vous êtes en apnée depuis que vous êtes née, mademoiselle. Ouais. Bah non, je respire. Et là, en fait, j'ai vraiment découvert, ça paraît con, hein, mais à 27 ans, j'ai découvert que tout passait par la respiration. Et grâce à cet apprentissage, j'arrive du moins à calmer quelques douleurs quand j'en ai très très fort. Et donc tout ça pour dire que voilà, ces deux termes me font beaucoup réfléchir et surtout interpellent mon mieux-être. Mais j'imagine que c'est le mieux-être justement de tout le monde. Voilà. Qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas encore que ça peut lui faire un bien fou. Ouais. Donc j'aimerais justement qu'on en parle un peu. Quand tu parles justement du terme écoute, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est la nature à son orchestre. Est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que ça énonce pour toi? Bah, il faut savoir une chose, que la nature a une fréquence naturelle biologique. Et cette fréquence naturelle biologique, aussi dingue que ça puisse paraître, parce que crois-moi, moi je suis rentré dans cet univers comme dans celui du yoga, un peu sceptique et en même temps curieux, donc toujours ouvert. Elle correspond par exemple à une fréquence, qui est la fréquence de 432 Hz, le La 432 Hz. Il se trouve que c'est la fréquence sur laquelle Mozart composait. Voilà. Donc tu te dis là quand même, est-ce que Mozart était inspiré, que c'était un coup de bol? Je pense qu'il était assez inspiré et assez connecté. Et ça c'est quand tu découvres des choses comme ça. Et donc l'harmonie, si tu veux, nous on le sait aujourd'hui, on en parle beaucoup. Bon, on a pas mal détruit cette harmonie. J'ai rencontré un bioacousticien extraordinaire, un Américain, qui s'appelle Bernie Krause, et il a enregistré le son de la planète pendant 50 ans. Et il m'a dit 50% du son venant d'habitat naturel a disparu. Et ce qui veut dire que plus on est, nous, éloignés de la fréquence naturelle biologique de la Terre, plus on est en disharmonie. Et plus on va être stressé, on va être déséquilibré, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est important. Tu vois, moi, je me rappelle ma prof de yoga au départ, quand j'étais dans le monastère zen, là où je commençais le yoga, elle nous emmenait en balade dans la nature. OK? Et à un moment, elle me dit, Stéphane, tu vas ouvrir grand tes bras, tu vas embrasser un arbre. Et je lui ai dit, c'est ça.
Je lui ai dit, c'est ça, je vais embrasser un arbre. Et je continuais à marcher. Je n'ai pas embrassé un arbre. Voilà. Je viens de là, hein, c'est pour ça que je dis ça, parce que j'étais pas du tout. Bon, finalement, je suis allé embrasser timidement mon arbre. Et oui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a découvert, c'est la NASA qui a découvert que on a donc l'électromagnétisme, on va dire, de l'univers, qu'il est capté par les arbres et qu'il est transformé en bioélectricité. Donc, ça veut dire que les arbres ont une fréquence. On a enregistré le cœur d'un arbre qui bat tous les 2 heures. Et donc, quand tu te branches sur la fréquence d'un arbre, c'est une fréquence, j'allais dire, thérapeutique. Voilà, tout simplement. Les druides le savaient déjà. Nous, on redécouvre tout ça et il nous faut des preuves scientifiques. Marcher pieds nus dans la rosée du matin, ça te change ta journée. Et c'est pas que des babas cool avec des gros pétards et des gros cônes et des chapeaux pointus qui font ça. C'est assez logique quelque part si on se dit se reconnecter à l'élémentaire. Voilà. Et c'est ce qu'apprend le yoga. Moi, il fallait que je me réancre et en même temps que je reste ouvert. C'est le symbole de l'arbre du yoga, l'arbre du yoga. Absolument. Voilà. En fait, il faut tout simplement revivre de manière authentique, loin de toute cette modernité qui nous crée justement du stress au quotidien. Bien sûr, mais ça on le sait depuis longtemps. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est comment dire, de vraiment en avoir conscience et de pas hésiter à se dire bon voilà, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin parce qu'on est dans ce monde et en fait et on le sait maintenant, il y a eu tellement de comment te dire dans cette espèce de manne de supermarché du bien-être qu'il y a aujourd'hui, il y a tellement de bouquins dans tous les sens. Un jour, c'est il faut se lever le matin à 4 heures du matin pour réussir sa vie. Une autre fois, il faut je sais plus qu'est-ce qui était quoi le dernier truc là. J'ai vu un truc d'une débilité sans nom. Donc c'est difficile de faire son chemin là-dedans. Et je pense, mon avis, c'est de rester au plus simple et de rester le plus proche des pratiques les plus anciennes et les plus millénaires. Parce que aujourd'hui, on est juste en train de prouver que ces pratiques sont bénéfiques et on le sait scientifiquement. Donc c'est ça qui est intéressant. Absolument. Et de réussir ou d'essayer justement de s'octroyer du temps à la campagne. Dès qu'on peut. Et si je ne me trompe pas, tu es un peu plus à la campagne maintenant. Oui, j'ai déménagé, je suis encore un peu à Paris, le moins possible. Mais ça faisait un moment, ça faisait quelques années que je voulais partir et j'ai eu aiguillé par des amis, j'ai trouvé un endroit génial au bord d'une rivière, à 80 bornes de Paris, près de Fontainebleau. Et j'y suis tout le temps. Du coup, j'en ai profité pour reprendre un chien parce que c'est un autre projet que j'ai sur la communication animale parce que j'ai une chienne qui m'a accompagné pendant mes années de souffrance et de rééducation. Et cette chienne a été juste extraordinaire. Elle m'a soutenu émotionnellement, physiquement. Et quand elle est morte, c'est juste un déchirement. Mais en même temps, je me suis dit, tiens, il y a vraiment... voilà. Et ça rejoint tout se rejoint finalement. Tu sais, le yoga, les animaux. Voilà, je pense qu'il y en a... Hein? L'amour des choses simples? Oui, et puis tout est relié, tout est lié. Je veux dire, aujourd'hui, tu sais, c'est pour ça que j'ai étudié tout ce qui touche le son. Voilà, parce que tout est fréquence et vibration, tout se rejoint, tout se lie, tout se relie. Voilà, et quand on pratique une pratique qui qui met dans un état vibratoire de réception, en même temps, on est des antennes, on est comme les arbres, on est des antennes, si tu veux, on est des éponges. Donc on reçoit et on émet. Voilà. Donc autant être dans une fréquence harmonieuse pour bien recevoir et bien émettre. Et se protéger aussi. Parce qu'il y a des gens autour de nous, il y a des choses qui sont hyper négatives, hyper néfastes. Et si on peut se mettre un espèce comme un paravent énergétique, ça nous protège. Et moi, c'est ce que j'ai souvent pas assez fait. Moi aussi. Je disais toujours. C'est pour ça que je suis allé là, parce que je sais que toi aussi. Et c'est important. Il faut apprendre à... Le plus important, c'est de réussir à apprendre à dire non. Oui, et à écouter son corps. Et quand ton corps te dit non, tu ne peux pas, eh bien, tu le respectes et tu te tranquillises. Et les autres, s'ils nous suivent, tant mieux. S'ils ne nous suivent pas, tant pis. Exactement. Parce que sinon, on se fait un mal de chien. Et j'ai aucune envie que, justement, il y ait d'autres personnes qui passent par là. Ouais. Alors, écoute,
au cours d'un autre échange, j'ai eu entendre que tu avais un beau projet en vue, un autre film, si je ne me trompe pas, Mhm. sur le Ouais, son, c'est ça? c'est ça. Ben, C'est en ça. fait, quand je me suis intéressé au son, j'ai écrit un livre qui s'appelle Écoute, justement, et j'ai fait une enquête, comme j'ai fait avec le yoga. Et l'idée maintenant, c'est d'en faire une série qui serait en 3 ou 4 épisodes, et qui serait donc une odyssée du son à travers notre planète. Redécouvrir notre planète par le son. Voilà. Donc, ce serait celui aussi bien des plantes, des animaux et des êtres humains. Parce que les Mmh. recherches et les choses qui se sont découvertes depuis 4 5 ans sont juste extraordinaires. Et encore une fois, ce sont des scientifiques, c'est la NASA, ce sont des choses comme ça qui calculent, euh, je dis l'électromagnétisme de la Terre, qui est lié à l'électromagnétisme de notre cœur. Enfin, des trucs fous et qui, quand tu commences à t'y intéresser, à te pencher sur le sujet, ne sont pas si fous que ça finalement. Et que ça a beaucoup de sens. Et donc, je me dis, j'ai envie de faire redécouvrir notre planète, voilà, par ce prisme-là, euh, parce que on n'écoute plus. Autant on nous apprend pas à respirer, mais on n'écoute pas. Tu sais, moi, c'est ma chienne qui m'a appris ça quand je partais me balader dans la nature avec elle. C'est avec elle que, en tant qu'être humain, quand on va dans la nature, on est spectateur. On dit, ah, le bel arbre, oh, le coucher de soleil, etc. On n'est pas intrinsèquement pris dans la nature comme le sont les animaux. Les animaux, ils sont dans la nature, ils sont dans la nature, ils se disent pas, ah, regarde l'arbre, ah, regarde ceci. Et donc, ma chienne m'a réappris à re-rentrer dans la nature. Et là, à partir de ce moment-là, tu réécoutes les bruits qu'il y a autour de toi. Et c'est une méditation. Et c'est ça que les gens souvent ne comprennent pas. C'est pas la méditation, c'est pas se mettre en lotus et à croire qu'on va juste être transcendé. C'est marcher dans la nature en conscience, conscience de là où on est, de nos pas sur l'herbe, de l'écoute de tout ce qu'il y a, des bruits, des arbres, du vent. Ça, c'est important. Et donc, moi, enfin, si tu veux un peu le but de ce film, ce que j'espère, c'est voilà, nous ramener vers cette connexion. En clair, si je ne me trompe pas, c'est aussi une sensation d'arrêter le temps et enfin, d'arrêter toute cette effervescence qui est autour de nous et juste Oui, d'être connecté et d'écouter. Et c'est faire le calme intérieur, c'est ça, le calme. dans mon parcours personnel, bon voilà, quand je suis tombée malade, donc je vivais à Paris. J'aurais pas du tout envie de parler de moi. Mais par contre, il y a juste une chose que j'aimerais partager avec toi, c'est j'ai eu un besoin extraordinaire de totalement déconnecter de Paris, de déconnecter de tout. Et donc c'est pour ça que je suis allée justement en Provence, me perdre dans un tout petit village paumé, Mhm. en pleine nature. Et j'ai vécu 1 an et demi là-bas, toute seule, avec 2 petits chatons que j'ai adoptés qui avaient 3 semaines et qui m'ont accompagnée dans cette période d'introspection incroyable et qui m'ont fait un bien fou. Aujourd'hui, ils sont grands. Et cette période de vie, euh, elle m'a permis de rebondir. Voilà. Cette connexion avec la nature a été une thérapie en soi. Et, euh, et j'ai envie de le conseiller à tout le monde. Voilà. Et même si c'est pas forcément évident de dire ciao je pense à moi pour une fois. Et justement, j'écoutais aussi autre chose dont tu parlais des forêts thérapeutiques. Dans ton livre, écoute, les forêts thérapeutiques, est-ce que tu peux un peu plus nous en parler, s'il te plaît? Ça m'a plu à un point extraordinaire, mais ça m'a rendue aussi très curieuse. En fait, et j'ai pas le nom là, mais je pense qu'il faut, si tu tapes sur Google, tu fais forêt thérapeutique Japon, il y a un docteur japonais qui est un cancérologue et qui amène ses patients dans la forêt. Et il calcule avec différents instruments acoustiques qui sont spécialisés en biorésonance, les lieux qui sont les plus bénéfiques pour notre corps. Où quasiment, on va le dire, nos cellules vont se régénérer plus vite, les cellules saines. Et donc, il a fait une enquête au Japon. Il a trouvé, je crois, une douzaine de forêts, de lieux dans les forêts où il amène, voilà, les patients. Et c'est ce qui s'appelle. Et il y a un nom, mais je l'ai oublié. J'ai oublié le nom. Bon, bref, ça va pas revenir. Et c'est ça, en
fait, c'est des forêts, voilà, où il amène les gens et il y a un réel progrès, un réel progrès. Mais moi, je suis convaincu de ces choses-là. Je veux dire, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on va, voilà, on va aller vers la guérison. Et le corps, tu vois, j'ai dit le cœur, mais le corps a besoin de ça. Lapsus. Ouais. Bien Lapsus. sûr. Alors, j'ai aussi entendu parler, donc, dans ce nouveau projet, que tu es en train de collaborer avec une dame qui, elle aussi, a fait un documentaire qui m'a plu énormément, qui est le docteur indien. Ouais. Ouais. Cette dame, eh bien, découvrir ce film a été aussi révélateur pour moi avant de découvrir le tien. Et quand j'ai su que vous alliez collaborer ensemble ou que vous étiez en train de le faire, ça a été pour moi, c'était voilà, quelque chose de très clair. Mais est-ce que toi, tu voudrais nous en parler un peu? Oui, c'est une jolie histoire. En fait, j'avais vu, elle s'appelle Nella Banfi. Et en fait, donc son histoire, c'est qu'elle a un cancer du sein. Elle est donc traitée en chimio. Puis un jour, elle craque, elle part en vacances. Elle dit, je vais partir en Inde. Dans l'avion, elle rencontre une amie qui l'aiguille vers une clinique Ayurveda, de médecine indienne. Et elle va y passer 2 ans. Aller-retour, mais elle y passe 2 ans. Et elle est guérie. Et donc, elle en parle à son oncologue qui est assez ouvert d'esprit pour dire, OK, je vais venir avec toi rencontrer ce médecin indien, ce docteur indien. Et c'est la rencontre de ces deux médecines. Et c'est passionnant. Et moi, j'y crois beaucoup. Moi, je suis convaincu que c'est ces deux médecines qui se rencontrent, qui sont notre médecine, qui est la médecine du futur. Voilà. Et le film était sorti en 2011-2012 sur Arte. Et il se trouve qu'à la suite je suis parti en stage de yoga au Sri Lanka. Et dans ma chambre, il y avait un mec super sympa, un chef opérateur, qui était chef opérateur du film Mon Docteur Indien. Et que Nella Banfi cherchait faire un nouveau projet, la suite, et qui lui a dit, tu devrais la faire avec Stéphane. Voilà. Et on s'est rencontrés, on a écrit. Simplement. Voilà, et on a écrit le film. Et elle a, dans son chemin, a utilisé énormément de différentes thérapies. Et donc, c'est toutes ces thérapies-là, parce qu'il n'y a pas eu que la clinique Ayurveda, il y a eu la suite. Et donc, la suite, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse. Et donc là, pareil, avec différents intervenants, différentes thérapies. Elle aussi est partie un moment en Italie seule, au sud du lac de Côme, dans un petit village, s'isoler pendant un moment. Donc voilà, donc je retrace tout ce parcours. Et le film il s'appelle Réconciliation. Car ce qui est important dans la maladie, c'est de se réconcilier avec d'anciennes peurs, d'anciennes résistances, d'anciens traumatismes, pour faire la paix, voilà, pour avancer. Et donc on va en parler. Et je peux dire que ça va loin, ça va très loin parce qu'on parle aussi de mémoire transgénérationnelle et d'autres choses qui font partie du packaging complexe, on va dire. Sur le dos, Quoi? toute notre vie, et que si on arrive justement à se libérer de toutes ces énergies transgénérationnelles, je pense qu'on se serait tellement, tellement léger. Ouais. Donc, c'est intéressant. On trimballe beaucoup de choses et puis je suis convaincu aujourd'hui aussi, on a des choses qui ne nous appartiennent pas, nous ont été passées. Et qu'il faut arriver à à les balayer, à les nettoyer. Alors, il y a des gens qui t'aident, et c'est toujours pareil, il y a des gens qui peuvent t'aider sur ce chemin-là, sur ce travail, et en même temps, il faut le faire soi. Voilà. Et c'est toujours pareil, il faut trouver les bonnes personnes. Mais Nella, justement, à elle, rencontrer les bonnes personnes. Donc, c'est un film, j'appelle ça un film utile parce que du coup, c'est pour dire aux gens, voilà, nous avons rencontré telle et telle et telle et telle personne, voilà leur méthode, voilà les résultats de leur méthode. Juste regarder. Voilà. Mais on a aussi des gens qui sont des cancérologues, qui ont ouvert la porte aussi à ces méthodes-là et qui sont pour eux des méthodes complémentaires. Bien sûr. Tu vois, par exemple, on dit jamais, on ne va pas dire le yoga guérit du sida ou du cancer, c'est débile. Mais ça accompagne. C'est un accompagnement extraordinaire. Voilà. Et il y a un mécanisme, voilà, dans le corps qui se met en route, une énergie qui se met en route et qui va aider. Le positif aide énormément. Voilà. C'est beau tout ça. Et alors enfin, après, j'ai pas envie de t'embêter trop longtemps parce que je sais que tu as beaucoup de travail, mais est-ce que tu peux nous parler de ton association INRA, s'il te plaît?
Ça m'a touché, j'aimerais que dans ça. En fait, j'ai une amie justement qui organisait ce stage au Sri Lanka, qui est une professeure qui s'appelle Florence Ducobson, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Yoga des éléments. Et elle m'a appelé un jour en me disant, voilà, j'aimerais créer une association qui amène différentes thérapies au service des différentes institutions, dans des milieux carcérales, hospitaliers, les EHPAD, les écoles, etc. Donc, elle a réuni autour d'elle plusieurs thérapeutes en sonothérapie, en yoga, en méditation, en équithérapie, en art-thérapie, etc. Donc, c'est très large. Et elle m'a demandé d'y participer, d'être un peu le parrain de l'association avec une autre personne, c'est l'actrice Valeria Bruni Tedeschi, Ouais. qui elle aussi est passionnée de yoga, etc. Et donc voilà, donc je suis allé, donc voilà, aujourd'hui l'association existe, elle est née. Et, euh, et donc c'est génial parce que du coup maintenant, en parlant, il y a des gens, des professeurs qui m'ont appelé en me disant moi j'aimerais trouver un centre, j'aimerais aller faire enseigner le yoga à l'hôpital, enseigner le yoga dans une prison. Donc on met les gens en contact. Et là, je sais que récemment, elle m'a dit ils vont intervenir, ils ont rencontré Sandrine Bonner, et ils vont travailler avec elle elle a créé la Maison des âmes. Et donc, ils vont intervenir là-bas avec elle. Donc, c'est vraiment une belle association et ça permet, voilà, de réunir des forces pour aller vers l'autre. Voilà. Et moi, je peux te dire un truc, je me rappelle un jour, j'ai été dans une EHPAD dans le 13e arrondissement de Paris, à l'EHPAD à Nigerardo. On m'avait demandé d'y aller et j'ai été lire des passages de mon livre, Respire, et je leur ai fait faire quelques exercices de respiration. En 15 minutes, le sourire revenait. Les gens revivaient. Bien sûr. J'ai même trouvé une amoureuse parce qu'il y avait une dame qui était là, elle me regardait, elle me disait toutes les 2 minutes I love you, I love you. Elle était amoureuse totale, mais du coup, c'était génial. C'était une femme d'une Elle a 80. trouvé le sourire, en fait. Elle a tout simplement retrouvé la joie en réouvrant Voilà. sa cage thoracique. Voilà, et puis c'est une des plus grandes thérapies, tu sais, c'est aussi, j'ai raconté des blagues, c'est le rire. Et ça, c'est le yoga. L'échange, rien que le fait que tu ailles la voir, que tu te déplaces, que tu prennes du temps pour les voir. Mais c'est génial, mais c'est super. Mais tu sais, moi, je suis convaincu. Moi, je suis quelqu'un, j'essaie le maximum de sortir de mon égocentrisme. Hein, je suis un égocentrique. Ça a été beaucoup moins. Bon, c'est vrai qu'après les opérations, dans la douleur, c'est terrible parce qu'on est vraiment centré sur soi. Et donc, c'est bien. Moi, c'est important, c'est quand je vais vers l'autre que je me sens bien. Si on est juste centré sur soi, bah, on se replie sur soi. Et quand tu peux offrir ce genre de cadeau, moi, on me l'a offert. Il faut que je puisse, moi, à mon tour, le faire. Sinon, ça n'a pas de sens. Si c'est que pour ma pomme, pour vendre des bouquins, ou ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Donc, je le fais comme je le peux. De temps en temps, je suis je te dis, enfermé sur ma petite personne. Mais quand je fais l'effort et que je sors de ça, comme quand j'ai été montrer le film à la maison de Villepinte, devant 200 prisonniers, et que tu vois des mecs en larmes, je peux dire que c'est pas détendre. Tu te dis, ok, j'ai joué un rôle Et à part. Voilà. Et ça, c'est important. ça a dû être fort comme moment, ça. Ah ouais, ça, c'était dingue. Ça, c'était dingue. Dingue. En plus, je suis arrivé au moment où j'avais pas vécu ça, c'était le moment où c'était les familles venaient au parloir. Et là, tu te dis, là, c'est fort. Est-ce que tu sais si en France, dans les prisons, ils proposent justement des yogas? Oui, bien sûr. Là, bah, justement, Indra va aller. Là, ça a été un peu stoppé par tous les trucs du Covid, etc. Mais l'idée, c'est d'aller en prison à la maison d'arrêt de Villepinte. Il y a un professeur de yoga qui s'appelle André Veil, qui est extraordinaire, qui a amené, figure-toi où, à Apt, à la prison de Apt. Ouais. Et j'ai été contacté à la suite. Ah bon? Ouais. J'ai été contacté par une jeune femme à la suite. C'est une des plus chaudes de France, en plus, c'est celle de Montfavet. Je crois que c'est ça. Et il y a une prof qui m'a contacté en me demandant de venir à Apt montrer le film. Et je ne pouvais pas. C'était en ce moment, je faisais la tournée en France. Et donc, j'ai pas pu y aller, mais elle était prof à cette prison. Donc, c'est introduit. Pas partout encore, comme c'est normal, ça met du temps. Mais oui, ça fait son chemin, c'est bien, ça fait son chemin. En l'occurrence, tu vois, je vais montrer une toute petite photo parce que celle-ci me,
Alors, est-ce que tu as envie d'échanger 2 petites secondes sur cette expérience de fou Oui, bien ou... sûr. Tu sais, je pense, la photo en question, c'est un des prisonniers dans la prison de Saint-Quentin, à côté de San Francisco. C'est une des dernières prisons aux États-Unis, en tout cas de l'État de Californie, où il y a la peine de mort. Donc les types sont sur le couloir de la mort et ils pratiquent le yoga. Euh, Là, les mecs qui pratiquent, il y a tous les détenus qui sont autour et qui les insultent en disant tu fais un truc de PD, je vais te mettre en miettes, je vais te caresser le cul, petit connard. Enfin, c'est vraiment bon là, on est dans Bien cet sûr. environnement. Ouais. Maintenant, la chose que je peux juste dire qui serait importante, c'est qu'à un moment, on a vu un des prisonniers qui était derrière les barreaux. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu pratiques? Parce que quand même, ça m'a l'air plutôt mal barré. Et il a rigolé et il m'a dit, tu sais, en fait, j'ai perdu ma liberté à l'extérieur, mais grâce au yoga, j'ai retrouvé ma liberté intérieure. Et je vais partir en homme libre. Et là, je me suis dit, wow, je sais pas s'il y a des gens qui aiment pas le yoga ou qui ça les gave que tout le monde parle du yoga, mais quand tu entends un truc pareil, je sais pas, pour moi, la messe est dite, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un grand gourou qui vienne m'expliquer pourquoi le yoga nous permet de parler à Bouddha, mais en tout cas là, si ça peut transcender un être qui a touché le fond, qui est incarcéré, d'atteindre cette vision-là, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. J'en ai parlé dans Respire, j'ai rencontré Michel Vaujour, tu sais, on en a beaucoup parlé, qui s'est échappé en hélicoptère plusieurs fois, enfin 2 fois, en France, et qui a appris le yoga en prison. Bon, Incroyable, ce monsieur, incroyable. voilà, si tu veux, quand un type comme ça, qui est un braqueur de banque, qui s'est évadé 2 fois en hélicoptère, t'explique qu'il s'est mis au yoga pour devenir un samouraï et s'évader une 3e fois, et que le yoga a fait de lui un moine et qu'il est sorti par la grande porte, bon, voilà, si tu veux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Il On faut n'a plus de mots. comment C'est vraiment intelligemment on peut intégrer ça dans notre société d'une manière intelligente, sans froisser, bon, des petites sensibilités religieuses, des sensibilités politiques. Parce qu'en fait, c'est quoi tout ça? Ça revient qu'à une seule chose, toujours la même chose, c'est l'ignorance. L'ignorance va créer la bêtise, ça va créer la méchanceté, ça va créer la violence. C'est toujours pareil. Et c'est triste. l'éducation. Si on arrive justement à aider les bouts de chou à aller vers une voie. Ah, pardon, j'ai eu un chat qui est tombé. C'est ton chat qui a fait des conneries. Ça, c'est fait. Ouais. Non, à partir du moment où justement on aide les bouts de chou à aller vers une voie la plus pacifique possible et la plus sereine possible, Ouais. on aura déjà un grand chemin. Mmh. Un grand chemin. Ouais. Stéphane, est-ce que tu as envie... Ah oui, j'ai une petite chose quand même à te demander. Tu dis justement que les thérapies ancestrales et les pratiques modernes sont essentielles. Non, tu n'as pas dit ça exactement. Que les thérapies conventionnelles et les thérapies alternatives sont complémentaires et aident justement énormément les patients dans leur accompagnement. Mais en termes de thérapie ancestrale, parce qu'en l'occurrence, pour le coup, j'ai appelé mon activité antithérapie, outre la yoga thérapie, est-ce que tu en vois d'autres qui t'ont marqué dans ton parcours personnel? Tu sais, dans mon parcours personnel, oui, j'ai des. Tu sais, en médecine millénaire. La yoga thérapie, c'est vraiment millénaire, comme tu disais. Ouais, mais il n'y en a pas des tonnes. Tu sais, il y a la médecine indienne, il y a la médecine chinoise, les médecines asiatiques, si tu veux. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout ça, de notre côté, on va dire occidental, voilà, ça vient d'Hippocrate. Hippocrate était très branché sur ses médecines, était branché. On a trouvé dans un des hôpitaux d'Hippocrate une chambre de son où il faisait traverser les gens. Et il y a une certaine fréquence, qui est cette fameuse fréquence de 118 Hz, qui fait du bien au corps. Donc, si tu veux, déjà, Hippocrate savait qu'il fallait soigner l'ensemble de l'être d'une manière, on va dire, holistique, pour ensuite aller soigner le mal. Donc, si tu veux,
c'est juste que tout d'un coup, si tu lis l'histoire, il y a une séparation de l'Église. Voilà, l'Église a pris le côté spirituel et il y a eu le côté médical d'un côté. Alors les deux étaient liés. Donc, si tu veux, les médecines millénaires ont gardé, heureusement, ce lien, qui est un lien en disant soignons le corps, soignons l'âme, soignons l'ensemble voilà, de l'homme et de sa dimension. Voilà. Et donc, moi, si tu veux, oui, j'ai utilisé l'acupuncture, m'a aidé. Voilà. Après, j'ai formé une équipe autour de moi. Voilà. Je sais que le dernier effort que je dois faire, qui me saoule d'une force, tu peux pas savoir, c'est la nourriture. Oh là 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 là. Ouais, c'est-à-dire manger d'une manière très saine, etc. Donc, j'ai encore du mal. J'ai Ça envie fait de dire, tellement d'efforts, tu veux pas. On peut bien manger hein, si on mange. mais tu sais, j'aime bien le sucre. Déjà, je viens de loin. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la clope. Euh, voilà, maintenant, il faut que je mange avec moins de sucre, moins de trucs. Donc, voilà. Et ça, je sais que c'est aussi une des clés. Une des clés, c'est la nourriture, bien sûr. Bon, bah écoute. Voilà, on va y arriver tout Chacun son rythme, il n'y a pas de mieux. Enfin, chacun fait ce qu'il peut. Oui, j'ai un son rythme, bien sûr. Voilà. Mais je sais que ça, ce serait voilà, le dernier truc dans lequel je vais essayer de m'améliorer pour, voilà. Moi, Piano. piano. Parce que tu sais, pour finir, en fait, dès qu'on mange des trucs qui sont dégueux, enfin, qui sont pas bons pour nous, c'est un système d'inflammation du corps. Et quand le corps est inflammé, quand le système immunitaire s'inflamme, et je sais, j'ai eu des problèmes à ce niveau-là, tout se dérègle, tout simplement. Donc, il faut faire très gaffe. Et très bien à quel point le système immunitaire est fragile et à quel point il se dérègle. Et quand il se dérègle, c'est un effet domino derrière. Mon tout petit exemple perso, c'est que j'ai été très 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 sérieuse pendant 2 ans. J'ai pas mangé de gluten, j'ai fait vraiment les choses comme il fallait, etc. Depuis que je suis revenue en Italie, bien sûr, je mange pas de gluten, mais c'est tellement bon, tout est tellement bon que tout le temps plié en deux en me disant mais mon Dieu, mais et les inflammations reviennent, donc ça va pas. Donc il y a un côté où c'est une sacrée discipline, comme le yoga, comme d'autres disciplines qu'on s'impose. En l'occurrence, moi, je sens pas plus faite. Stéphane, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. Bon, bah écoute. Toutes ces belles informations que tu nous as partagées. Oui, et puis on se reverra avec plaisir si tu passes en France, si je passe. T'es où en Italie? Je sais même pas où tu es parti. Je suis à 30 km au sud de Milan, dans une petite ville médiévale magnifique qui traverse le fleuve. Et je suis en plein centre historique, juste devant le Duomo. Ah ouais. J'ai des toits partout autour de moi, j'ai des chats partout autour de moi qui se bagarrent, bien sûr. Je kiffe vivre ici. Voilà, je suis en kiff. Ça fait du bien après presque 3 ans de galère. Mais comme quoi, il faut jamais perdre espoir. Il faut avancer. Bon, bah écoute, c'était super de pouvoir te parler. J'espère, tu vois, pour ton site. Hein, on y va. OK? Beaucoup, plein de bonnes choses à toi et good luck T'embrasse. pour le projet. Ciao. Ciao.